Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, accusation d'assassinat de son épouse, Christian Folefac, blanchi comme neige par le tribunal de grande instance de la Menoire. Il a été déclaré non coupable de la mort de l'enseignante Blanche Dontsar. Raison de cette relaxe pure et simple, après 2 ans de procès, l'insuffisance des pièces à charge n'ont pas convaincu les juges en charge de cette affaire. Le compte-rendu du délibéré de la collégialité des magistrats, c'est à suivre en ouverture de ce journal. Paralysie générale dans la ville de Limbé. Les eaux des dernières pluies ont inondé routes, maisons d'habitation et commerces, bloquant chez eux les habitants de la cité balnéaire du sud-ouest. Tous vivent dans la peur d'une montée des eaux pouvant leur être fatale. Ils lancent un cri de détresse aux autorités à prendre des mesures drastiques contre cette menace des eaux. Une alerte pour les autorités de la ville de Douala en ordre de bataille contre le curage des drains et des caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Non coupable, le tribunal de grande instance de la Menoire a rendu son verdict dans l'affaire Christian Folefac. Les éléments apportés pour démontrer que cet enseignant de l'université de Thiam était le meurtrier de son épouse, Dr Blanche Dontsar, n'ont pas convaincu les membres de la collégialité. Le délibéré est ainsi rendu après plus de 2 ans de procédure. D'autres détails avec Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Sans menottes à l'extérieur du parquet de Thiam, le professeur Christian Folefac grignote des graines d'arachide, échange calmement avec son conseil et des proches, loin des geôlés comme c'était jusque-là le cas. L'enseignant en service à l'université de Thiam vient d'être déclaré non coupable des faits de meurtre de son épouse Dr Blanche Dontsar, objet des poursuites judiciaires enclenchées contre lui depuis 2 ans. Mon client prend acte de cet acquittement avec gravité, dignité et respect pour l'ensemble des personnes concernées. Le jugement ayant désormais été rendu, nous ne souhaitons pas, ou alors plus, alimenter davantage la controverse publique autour de cette affaire. La décision est connue et nous n'avons pas d'autres commentaires à formuler sur le fond du dossier. Tout est parti de la découverte du corps inerte de Dr Blanche Dontsar le 13 avril 2024 dans la douche de leur domicile conjugal au quartier Vallée, alors qu'un rapport d'autopsie indiquait que l'enseignante de chimie avait subi des coups et en a succombé. Son conjoint, lui, s'étonnait d'être associé à une éventuelle violence conjugale qui a viré au drame. Notre client n'a jamais été présent à la maison avant l'appel par ses enfants de ce que la maman était tombée à la douche et qu'il devrait accourir pour la secourir, ce qui a été fait. Les éléments de preuve produits pendant toute la procédure pour démontrer son innocence ont finalement convaincu les membres de la collégialité. Nous respectons pleinement la décision rendue par la justice. La procédure a suivi son cours conformément aux règles de droit. Le dossier a été débattu contradictoirement devant la juridiction compétente. Le tribunal a statué après un examen approfondi des éléments qui lui étaient soumis. Nous demandons que cette décision soit respectée comme toute décision de justice. Lors de cette dernière audience, les plaignants et leurs conseils ont brillé par leur absence au tribunal. Le professeur Christian Folefac, qui a toujours estimé être victime d'une persécution en lien avec son engagement politique, a préféré ne faire aucune déclaration à la presse après son acquittement. Nous vous le disions en titre, de graves inondations paralysent la ville de Limbé à la suite des fortes pluies. Des habitants pris au piège des eaux et activités commerciales au point mort, les riverains redoutent la grande saison des pluies. Ils appellent les autorités à prendre des mesures concrètes pour prévenir d'éventuelles catastrophes. Lionel Kamkoum, Kevin Tchogo. Au lieu de Church Street à Limbé dans la région du sud-ouest, le courant d'eau est impressionnant. Après les pluies torrentielles qui ont arrosé la ville de Limbé il y a un peu plus de 24 heures. Sur place, un homme échappe de justesse à la mort, sauvé in extremis de la furie des eaux par les riverains. Plusieurs autres habitants piégés par les eaux tentent de regagner leur domicile malgré le risque élevé. Le long de la Church Street,
et de Manga William Avenue, la circulation est quasi impossible et les activités commerciales totalement paralysées. Les routes, tout comme les maisons et les commerces, sont submergés par des eaux torrentielles. We have a problem of poor drainage system in Down Beach. If I say sick, you don't block for here. All this time we stand for down water, no they pass, so water they pass on top. De part et d'autre, les plaintes se multiplient. Les populations déplorent un système de drainage défaillant et l'obstruction des quelques voies d'eau existantes par les riverains. Yes, so it's actually disturbing us. Au lendemain de ces fortes pluies, les activités ont timidement repris, mais les inquiétudes persistent au sein des populations quant à la grande saison des pluies à venir. In Limbe actually can do, and we are just begging on the government that Limbe municipality has a very poor drainage system, so they should work more on it. And the people of Dockyard, Dam Beach, and Church Street, yes, their businesses are not moving. Things are not going when. Ces derniers appellent les autorités à prendre des mesures qui s'imposent à l'effet de prévenir les futures inondations. All of us that are around here, we are ready to work. They should just send us a caterpillar. Et à Douala, les premières grandes pluies sont souvent synonymes de cauchemar pour des milliers d'habitants. Face aux nombreuses critiques, la communauté urbaine de Douala dit vouloir changer la donne. Elle vient d'ailleurs d'engager plusieurs chantiers de curage et d'assainissement des drains dans la ville. Voyons tout cela dans ce reportage de Claude Equa, Lionel Kamkoum, Pascal Tanké. À chaque retour des pluies, les mêmes images reviennent. Routes submergées, maisons inondées, activités à l'arrêt. Pour de nombreux habitants de la ville de Douala, ce cycle est devenu un véritable calvaire. Chaque saison pluvieuse, nous souffrons beaucoup ici avec les inondations. Moins de gouttes de pluie, ça entre à la maison. Si tu n'es pas là pour porter soit les marmites, les assiettes, les matelas des enfants pour superposer, tu vas trouver que tout est envahi. Le lit, ça va te trouver sur le lit. Au-delà des fortes précipitations, certains comportements aggravent la situation. Les déchets déversés dans les drains obstruent l'écoulement des eaux et favorisent les débordements. Quand on dit aux gens de ne plus verser les ordures dans la rigole, dès que la pluie vient, quand tu dis à quelqu'un ne verse pas là, il y a la poubelle en route, il va dire tu es qui. Et quand l'eau arrive, vous avez fait quoi? Pour tenter d'inverser la tendance, la communauté urbaine de Douala prend les devants à travers plusieurs chantiers d'assainissement des drains et points critiques dans la ville. L'opération se déploie progressivement dans plusieurs arrondissements de Douala afin de prévenir les inondations et sécuriser les populations avant le pic de la grande saison des pluies. Actuellement, nous sommes sur un affluent du drain Konji où les travaux ont débuté, ça fait environ 2 semaines. Nous avons eu à curer environ 2,5 km sur ce drain. Et il est à noter que ces travaux ne concernent pas particulièrement un arrondissement précis. Ça concerne toute la ville. L'arrondissement de Douala 4e, par exemple, fera l'objet de travaux particuliers en raison de la proximité avec le Vouri. Du côté de Douala 5e, nous aurons les travaux qui vont concerner le drain Nîmes. Il y aura le Tongo Bassa, il y aura le Mbanya. À Douala 3e, nous aurons le drain Kambo et le drain Bobongo. Donc aucun arrondissement ne sera lésé dans le cadre des présents travaux. Les déchets et sédiments extraits des drains seront ensuite acheminés vers des sites de décharge appropriés pour éviter toute nouvelle obstruction. Dans les quartiers concernés, cette initiative est accueillie avec soulagement. Les riverains espèrent enfin voir leur quotidien s'améliorer et promettent d'accompagner les autorités dans cet effort. Comme la communauté a pris une initiative de faire ce travail, nous sommes très contents. C'est pour ces raisons qu'on est toujours là en train de les assister pour qu'il n'y ait pas d'incident. Comme vous êtes en train de faire là, ça nous plaît beaucoup. Et nous allons mettre les gardes parce que si on voit quelqu'un qui verse la saleté dans la rigole, on vous interpelle directement. Pour garantir des résultats durables, la mairie appelle également les citoyens à adopter des comportements plus responsables et à préserver les ouvrages d'assainissement. Les prochaines grandes saisons de pluie constitueront donc le premier véritable test de cette offensive lancée par la communauté urbaine de Douala contre un fléau qui chaque année met la capitale économique à rude épreuve. Cap à présent sur la région du Nord-Ouest, où l'état de dégradation avancé de la route nationale numéro 11 entre Woum et Bamenda complique considérablement les déplacements. Les usagers peuvent rester immobilisés plusieurs jours après des pannes de véhicules. Il faut rappeler que cette situation favorise la flambée des prix du transport. Kemazou Matida Osomba, Gladys Idi Bombadian.
Sur la route nationale numéro 11, reliant Woum à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, l'image d'un cercueil transporté sur une moto illustre avec éloquence les difficultés auxquelles sont confrontées les populations locales. L'état de dégradation avancé de cette route, marquée par d'innombrables nids de poules et de larges parties impraticables, rend le déplacement particulièrement éprouvant pour les rares usagers qui continuent de l'emprunter. Yeah, you carrying away Chiso? From where? From Bamenda. Yeah. Where did you go? I go right to Zwa. For Zwa. Jesus Christ. Certains voyageurs affirment avoir passé jusqu'à 3 jours immobilisés sur cet axe à la suite de pannes mécaniques. You left Benakuma Thursday. Yeah. Going to Bamenda. Going to Bamenda. And you people have been you people have been here for 3 days. Yeah, we have been on the road for 3 days. For 3 days. Cette situation a entraîné une flambée spectaculaire des coûts de transport, alors qu'il fallait autrefois débourser entre 800 et 1000 francs CFA pour effectuer le trajet entre Woum et Bamenda. Les usagers doivent désormais payer jusqu'à 20 000 francs CFA pour parcourir la même distance à moto au terme d'un voyage pouvant durer près de 5 heures. Selon les populations riveraines, cette route est laissée à l'abandon depuis plus de 10 ans. How long when I don't bags don't use this route? More than 10 years. More than 10 years. Where bags don't use this route. Face à l'absence d'amélioration concrète, beaucoup disent avoir perdu confiance dans les promesses successives de réhabilitation formulées par les autorités. Déjà fortement enclavée, la localité de Woum, dans le département de la Mentchoum, demeure en outre exposée aux incursions des séparatistes. Actifs dans cette partie du pays, aggravant davantage les difficultés de mobilité et les conditions de vie des habitants. Intéresser les jeunes chrétiens à la gestion de leur pays et à la participation aux élections, tel est l'objectif poursuivi par le compendium du catéchisme l'électeur chrétien que vient de publier la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Les évêques voudraient, à travers ce document, redonner espoir aux jeunes qui s'intéressent très peu au devenir de leur pays. Emmanuel Job, Marcelin Kansop. C'est un vibrant appel à la jeunesse, notamment chrétienne, qui a perdu le goût des élections. Pour une raison ou une autre, ils sont de plus en plus nombreux qui pensent que le vote est l'affaire des autres. Les évêques ont constaté qu'à l'avènement des élections, il y a toujours des incompréhensions, des tensions, voire même des violences. Alors ils se sont dit, mais peut-être la meilleure manière de résoudre peut-être ce problème, c'est l'éducation. Voilà pourquoi ils nous ont offert cet autre instrument très important qu'est le compendium du catéchisme de l'électeur catholique ou chrétien. Le compendium conçu par la conférence épiscopale nationale du Cameroun se veut un document de chevet que chaque citoyen devrait avoir, mais surtout lire pour en comprendre la substance. Parce que nous savons que le vote est quelque chose de fondamental dans la vie de tout citoyen. Mais parfois on ne comprend même pas ce que c'est. On pense souvent que le chrétien, après avoir reçu son baptême, doit rester dans le fond baptismal ou alors s'enfermer dans une sacristie. Non, le chrétien est un citoyen. Avant même d'être chrétien, il est citoyen. Et il est appelé à travailler dans son pays et à participer à la vie de son pays. C'est une contribution des évêques du Cameroun en l'enracinement de la démocratie, dans un contexte où le jeu politique divise de plus en plus les Camerounais. Le chrétien n'est pas un cheveu dans la soupe. Il exerce ses droits et responsabilités en s'intéressant à la réalité politique. Et ensuite, il y a comme un appel à tous, ceux qui gouvernent, les citoyens eux-mêmes, ceux qui doivent former les consciences, etc. Et puis, cette invitation à l'espérance. Si on forme, si on éduque, c'est parce qu'on espère que demain sera un autre jour. Le document d'une centaine de pages vient en appui à ce que fait déjà Elecam. C'est aussi un résumé du code électoral qui organise les élections ainsi que les conditions de participation.
Le Cameroun tente de poser les jalons de sa souveraineté numérique face à la dépendance quasi absolue du continent vis-à-vis des géants technologiques étrangers. Entre ingéniosité des start-up locales présentées à l'antique et aux mines postales et le défi persistant du financement, l'heure est à la sécurisation des données et la valorisation des talents locaux. Romanus Soche, Hubert Michel Kameni. La souveraineté numérique s'impose aujourd'hui comme un enjeu géopolitique majeur, interpellant l'ensemble des nations à travers le globe. L'Afrique et plus particulièrement le Cameroun ne saurait rester en marge de cette dynamique tant la protection des données s'avère désormais être la gage de confiance indispensable à la stabilité de chaque État. Les enjeux sont très énormes. La souveraineté numérique est un sujet qui est d'ordre national. On consomme beaucoup de produits numériques qui viennent de l'extérieur. Il est important et capital pour nous de produire et de réaliser des produits qui sont au contrôle même du Cameroun et de l'Afrique. Pour relever ces défis cruciaux, de jeunes entrepreneurs locaux se mobilisent en développant des startups innovantes. Leurs solutions technologiques ambitionnent de franchir un cap décisif vers une autonomie numérique. Dans le projet Pyramide, à travers Pyramide Play, Pyramide Browser, le navigateur, et Pyramide Mail, la messagerie, toutes les données sont hébergées dans des data centers camerounais. On a travaillé avec les meilleurs, pas seulement les meilleurs au niveau du Cameroun, on parle de meilleurs au niveau de l'Afrique. Et c'est pour ça que je voulais vous rassurer tout à l'heure en vous disant qu'on occupe une bonne place parce que notre savoir-faire est exporté. Toutefois, le déploiement de ces initiatives se heurte inévitablement à de dures réalités structurelles. L'idée ici, c'est justement qu'à travers cette plateforme, qu'on puisse ensemble, c'est-à-dire secteur privé, institutionnel, ensemble réfléchir comment travailler en synergie pour gagner plus de place dans ce classement-là et pourquoi pas aspirer à être leader. C'est précisément dans cette optique qu'une rencontre stratégique vient de se tenir à Douala, réunissant les responsables de la CUD, de l'Antique et du mine postel. Il y a beaucoup qui est déjà fait au niveau des data centers locaux, au niveau de la régulation doit aussi permettre aux startups d'avoir un cadre juridique qui leur permet de créer des solutions locales innovantes. Désormais, la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Il leur appartient d'accompagner cet élan en instaurant un cadre juridique et institutionnel optimal. Sous la houlette de la Banque des États d'Afrique centrale BEAC et de l'Association des superviseurs bancaires africains, ces derniers se sont réunis pour consolider la stabilité bancaire en Afrique à travers le respect des règles prudentielles et le financement réel de l'économie. Le compte-rendu de Joël Essenge et Guizogo. Les superviseurs bancaires africains en conclave à Yaoundé viennent de tabler sur les nouveaux enjeux liés à cette problématique lors de leurs conférences et réunions dans la capitale camerounaise. Cette rencontre offre l'opportunité pour l'ensemble des acteurs garantissant la stabilité financière du continent de s'approprier les nouveaux outils et instruments permettant d'atteindre cet objectif avec plus d'efficacité. Cela sur la base des accords noués pour ce qui est de l'Afrique centrale entre la Commission bancaire d'Afrique centrale COBAC et d'autres partenaires bancaires africains. Ces accords favorisent les échanges d'informations, le partage d'expériences et la concertation entre les superviseurs, notamment dans le cadre des collèges des superviseurs consacrés au suivi des groupes bancaires transfrontaliers opérant sur notre continent. Entre autres bénéfices escomptés, figure le renforcement des normes prudentielles par les banques. Donc la recherche aujourd'hui, au travers de cette rencontre, c'est d'abord renforcer la coopération des superviseurs africains pour mutualiser l'ensemble des instruments prudentiels employés dans la supervision du secteur financier, bancaire et bien d'autres. À terme, la mutualisation des efforts est entendue comme devant contribuer à la solidité bancaire et au financement des économies. Cette rencontre témoigne également de l'engagement des pays africains aujourd'hui à mutualiser les efforts, mais surtout à partager également les expériences des uns et des autres pour poursuivre une vision plus stratégique pour renforcer la solidité de nos systèmes bancaires et financiers. Des atouts que les superviseurs bancaires cultivent pour pérenniser des établissements financiers africains crédibles.
Et en page sport de ce journal, à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, l'ambiance est déjà électrique en Amérique du Nord. Manifestations au Mexique, problèmes de visa, catastrophes naturelles et incidents de sécurité. Les premières turbulences s'invitent dans une compétition pourtant très attendue. Théophile Tchunke, Fabrice Loumou. Près de 90 000 spectateurs sont attendus ce jeudi au mythique stade Azteca de Mexico pour assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Une affiche historique qui lancera officiellement la première Coupe du Monde à 48 équipes, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais avant même le premier coup de sifflet, un autre événement s'est invité au cœur de la fête. À Mexico, des milliers d'enseignants ont manifesté pour réclamer une augmentation des salaires et l'abrogation d'une réforme des retraites. Mardi dernier, plusieurs axes menant au stade Azteca ont été bloqués par les protestataires. Face à cette situation, les autorités américaines ont déployé un important dispositif de sécurité. Des milliers de policiers ont été mobilisés autour de l'enceinte pour empêcher toute intrusion. Les manifestants prévoient de nouvelles actions le jour du match d'ouverture. Pendant ce temps, un autre dossier suscite l'émotion sur le continent africain. L'arbitre Omar Attan est arrivé ce mercredi à Mogadiscio, capitale de son pays, la Somalie. Il a été accueilli en grande pompe par bon nombre de ses compatriotes dès sa descente de l'avion. Il avait été refoulé aux États-Unis le week-end dernier pour un problème de visa alors qu'il devait officier comme arbitre de la Coupe du Monde 2026 de football qui débute ce jeudi. La FIFA avait finalement annoncé qu'il ne dirigera aucun match lors de la Coupe du Monde de football. La Somalie, quant à elle, a réagi avec indignation à la triste aventure vécue par Omar Attan, désigné meilleur arbitre africain l'an dernier. La sélection d'Angleterre, quant à elle, a connu quelques frayeurs avant son entrée dans la compétition. Alors qu'elle préparait son match amical face au Costa Rica à Orlando, un séisme de magnitude 6,1 au large de Cuba a été ressenti jusqu'à la ville floridienne. Les joueurs ont perçu les secousses sans qu'aucun dégât ni blessé ne soit signalé. Quelques jours auparavant déjà, une fusillade avait fait 9 blessés près du futur camp de base anglais à Kansas City. Heureusement, les Three Lions se trouvaient encore en Floride au moment des faits. La Suisse, elle aussi, a dû suivre de près une situation d'urgence. Un incendie s'est déclaré dans la région de Sorrento Valley, en Californie, à moins de 10 km du quartier général de la Nati. Plusieurs secteurs résidentiels ont été évacués, mais l'hôtel de la sélection helvétique n'a jamais été menacé. Les pompiers sont rapidement parvenus à maîtriser les flammes et la FIFA assure que les préparatifs de l'équipe ne sont pas perturbés. Public reportage dans ce journal. La protection de l'environnement est au cœur des priorités d'Orange Cameroun à travers des initiatives concrètes de reboisement, de restauration des mangroves et de transition énergétique. L'entreprise s'investit depuis plusieurs années dans la promotion d'un développement durable, des actions une fois de plus mises en lumière à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier. Regardez plutôt. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin dernier, Orange Cameroun a mobilisé ses collaborateurs autour d'une vaste opération de plantation d'arbres sur les sites de Bépanda et de Bonabéry. Dans une ambiance conviviale et engagée, les participants ont mis la main à la terre pour renforcer la couverture végétale de la capitale économique et contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur qui gagnent progressivement les espaces urbains. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est une urgence aujourd'hui. On en voit les effets dans les 25 pays où le groupe est présent. Ici, les inondations qui se multiplient, la mangrove qui est dégradée, les signes sont déjà là. Et donc notre mission au niveau du groupe Orange, c'est de contribuer à préserver l'environnement à travers 2 principales actions. La solarisation massive de nos installations pour lutter contre les gaz à effet de serre qui proviennent des énergies fossiles et qui sont les premiers responsables du réchauffement climatique, mais également des projets de préservation de la biodiversité. Par cette initiative, Orange Cameroun vient également soutenir les efforts de la mairie de la ville de Douala dans sa politique de préservation de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie des populations. Orange nous a toujours accompagnés
dans la protection de l'environnement et plus principalement dans le programme Green City, qui est un programme qui a été mis en place depuis 2020 avec notre arrivée à l'exécutif et qui est un programme d'honneur. Comme on vient de le dire, la protection de l'environnement interpelle tout le monde, interpelle toutes les sociétés citoyennes, interpelle toutes les populations. À travers son programme Green City, l'entreprise réaffirme son engagement en matière de responsabilité sociétale. Une démarche qui s'inscrit dans la stratégie environnementale du groupe Orange avec un objectif clairement affiché: atteindre la neutralité de carbone à l'horizon 2040 tout en impliquant davantage les communautés dans la transition écologique. Bon, déjà, Orange Cameroun, c'est bien plus qu'un opérateur télécom, c'est un opérateur citoyen. Et nous nous inscrivons dans le cadre d'un partenariat public-privé durable avec les pouvoirs publics. Donc nous avons plusieurs initiatives pour supporter le pays, pour supporter l'environnement, pour protéger la planète. L'engagement environnemental d'Orange Cameroun s'est traduit également à travers le projet CAMER, consacré à la restauration des mangroves du littoral camerounais. Le programme le plus important, c'est le projet CAMER, qui est fait en partenariat avec l'ONG Planète Urgence. C'est un projet très ambitieux qui vise à replanter plus de 1000 hectares de mangroves. À date, nous avons déjà replanté 530 hectares, donc plus de 1 300 000 arbres ont été replantés dans le cadre de ce projet-là. Donc c'est vraiment un projet massif et vous savez que la mangrove, ça permet de protéger réellement l'environnement, ça permet aussi de lutter contre la chaleur, contre les inondations, etc. Depuis plus de 25 ans, Orange Cameroun œuvre en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion d'un développement durable. BGFI Banque étend son réseau dans la région de l'Ouest. L'entreprise bancaire vient d'ouvrir officiellement 2 nouvelles agences dans les villes de Bafang et Baganté. Cette entreprise bancaire matérialise ainsi son ambition de se rapprocher davantage de tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement pour réaliser leurs projets. Reportage. 3, 2, 1. Cette coupure de ruban par le préfet du département du Honkam marque l'ouverture officielle de l'agence Calcine de la BGFI Banque Cameroun à Bafang. Devant les autorités administratives, traditionnelles, politiques et des opérateurs économiques, l'administrateur directeur général de la BGFI Banque Cameroun a dévoilé l'ambition de la structure qu'il dirige d'être un levier pour la transformation économique du département du Honkam. Notre ambition est claire, mettre à la disposition des commerçants, des PME, des agriculteurs, des éleveurs, des artisans et même des fonctionnaires et pourquoi pas des jeunes entrepreneurs de la ville de Bafang, une banque moderne, accessible et capable d'accompagner leurs projets. Le préfet du Honkam appelle à accompagner cette dynamique que veut impulser la BGFI Banque Cameroun dans sa circonscription de commandement. C'est une banque de masse, c'est une banque de Benskiner, une banque de Bayam Selam, banque de fonctionnaires, banque de PME, banque de grandes entreprises. Et tous les Camerounais dans son secteur d'activité peuvent y trouver son compte. La diversité des produits de la BGFI Banque Cameroun illustre cette approche inclusive. Nous allons aller dans les tréfonds des villages du Honkam pour promouvoir la bancarisation. À Baganté s'impose ostentatoirement non loin de la place des fêtes l'agence tanzanique de la BGFI Banque Cameroun, inaugurée par le préfet du département d'Undé. Félicitations, l'agence tanzanique est ouverte. L'autorité administrative a salué le choix stratégique opéré par la BGFI Banque Cameroun. Le choix de Baganté et par extension du département d'Undé comme siège de cette nouvelle agence ne me semble pas anodin. Ce département, des hommes et des femmes, nobles d'abord, ensuite dignes et élégants, est non seulement l'une des portes d'entrée de la région de l'Ouest, mais aussi une zone à fort potentiel économique florissant, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le maire. L'ouverture de l'agence tanzanique de la BGFI Banque Cameroun à Baganté participe de l'implémentation d'une vision, celle de se rapprocher un peu plus des acteurs qui ont besoin d'un accompagnement pour la réalisation de leurs rêves. Pour une banque qui souhaite accompagner ses partenaires, qui souhaite réaliser leurs rêves, on ne peut pas être loin de la région de l'Ouest. Nous sommes aujourd'hui à Baganté, nous voulons accompagner les populations de Baganté dans leurs projets,
les populations de Banganté à réaliser le rêve avec ce partenaire pour l'avenir que nous sommes. Les populations d'Undé ensemble, ils seront totalement bancarisés, seront totalement très contents de l'implantation de la BGFI Banque, précisément dans la ville de Banganté. À côté de l'ouverture de ces agences de Bafang et de Banganté, BGFI Banque Cameroun a réaffirmé sa proximité avec les populations à travers la réalisation de plusieurs projets sociaux, comme ce point d'adduction en eau potable construit au marché de Bafang. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Julien Berthe-Bissaï. L'Église catholique veut continuer d'inciter les jeunes à s'intéresser à la chose politique. Vous l'avez dit, Serge Alain Autou, intéresser les jeunes chrétiens à la gestion de leur pays et à la participation aux élections. Tel est l'objectif poursuivi par le compendium du catéchisme, les lecteurs chrétiens que vient de rendre public la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Les évêques voudraient à travers ce document redonner espoir aux jeunes Camerounais qui s'intéressent très peu aux questions essentielles de leur pays. Serge Alain. Voilà, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe-Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain. 20h. C'est pas sûr, hein? Voilà. Demain, à Bonanza, la fête du football mondial commence. Nos programmes seront revus. Voilà. Bonne soirée. Très bonne soirée à vous. Voilà. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités. Jean-Claude Youth, fils, Laurent Kamga, Maître Chilejo et à Yaoundé, Cyril Chamba et Clément Sinzé Defo. Voilà les jeunes, l'Église catholique qui pousse les jeunes à s'intéresser à nouveau à la politique. Intéressé à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce petit relâchement? Je vous pose la question, Cyril Chamba. Pourquoi l'Église catholique en vient-elle à dire intéressez-vous à nouveau à la chose politique? Ben écoutez, Serge Alain Autou, ça tombe bien parce que ce matin, je suis auteur dans les colonnes du quotidien Le Messager d'une chronique. Ouais. Je propose des chroniques tous les mercredis depuis un certain nombre d'années. Ouais. Et je parlais du changement qui gagne à l'usure. Et c'est un thème que j'ai abordé afin d'expliquer aux uns aux autres qu'aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe au Cameroun, on se rend bien compte que le camp du changement va au-delà des querelles politiques et des idéologies sur les personnalités pour rassembler les Camerounais sur une nécessité véritable de changer et de faire évoluer le Cameroun. Donc c'est pour dire que cet article-là est un article pour mettre en évidence une vérité aujourd'hui. C'est que tous les Camerounais rêvent que quelque chose change. On a vu que même dans le camp du parti au pouvoir, aujourd'hui, les discours sont effectivement à une certaine nécessité d'évolution et de changement. Donc, il est question de répondre à l'Église en disant simplement que l'Église est dans son rôle parce qu'elle est au centre du village. L'Église est celle qui reçoit la grande partie des malaises et des malheurs des Camerounais. Les prélats sont au quotidien, au contact des Camerounais et donc sont conscients de ce que le Cameroun a besoin, les Camerounais ont besoin de reprendre le chemin de l'espoir national, du vivre ensemble, de la construction de l'unité, de la cohésion. Et quand on se rend compte que dans certaines zones du Cameroun, pour des raisons ou d'autres, certains Camerounais se pensent village avant de se penser Cameroun, il est nécessaire que l'Église catholique appelle, ou encore que d'autres cultes, parce qu'il n'y a pas que l'Église catholique, appellent leurs ouailles à une certaine responsabilité politique, parce que cela participe d'une certaine inculture. Quand je vois certains comportements, c'est de l'inculture. C'est une incapacité de certains à comprendre que les petits intérêts n'ont jamais construit les grandes nations et que chaque Camerounais, où qu'il soit, doit réfléchir à se dépasser. Ce que nous faisons en venant sur la place publique, c'est aussi notre contribution, tout comme celui qui est dans son village, dans son quartier, doit promouvoir le vivre ensemble, doit promouvoir l'équité, doit promouvoir l'égalité et que chaque Camerounais sache qu'il doit tendre la main à son frère.
Serge, allons autour ce soir, on parlait des fraudes, on parlait de Camerounais qui par la débrouille et les micmacs rapinent les caisses de l'État. Ceux-là aujourd'hui sont sont cloués au pilori, mais il faut dire qu'ils ne doivent pas être traités comme des parias de notre société, parce que bien avant eux, il y a d'autres Camerounais, peut-être des privilégiés, qui rapinent autant aussi les caisses d'État et de manière plus outrageuse. Donc je crois que nous sommes dans un chemin de responsabilisation, un chemin de citoyenneté dans lequel tous les Camerounais doivent être interpellés, et l'Église catholique fait bien de rappeler à ses ouailles qu'au-delà de la notion de culture, de culte, il y a bien la responsabilité sociale, la responsabilité au sein de la société. C'est une très bonne chose et j'invite tous les autres Camerounais à y aller. Vraiment, sortons de l'approche strictement parti politique et politicienne pour comprendre que la construction de notre pays dépend de notre engagement. Où que nous soyons, les bonnes règles de vie, les bonnes règles de vivre, de fonctionnement social doivent participer, parce que ce pays a besoin d'être repris en main. Il est abandonné parce que ceux qui ont demandé, qui ont pris le dernier mandat, semblent eux-mêmes dépassés par une situation qui aujourd'hui est inquiète et rend tous les Camerounais anxieux. Donc je dis, et je sais qu'on a un formidable peuple, ce peuple camerounais sait se lever, il ne va pas se lever pour aller bagarrer, il va se lever pour commencer à construire petitement le changement qui a déjà commencé. Ok, merci. On va rester à Yaoundé avec Clémence Sinzé-Defo. Ou également, comment vous percevez ce message qui vient de l'Église catholique? On demande à la jeunesse de rester mobilisée. Alors, oui, Serge Alain, je pense qu'aujourd'hui, l'Église fait ce que le pape François dit souvent. Le pape François dit souvent aux jeunes, ne pas regarder la vie passée depuis le balcon. De quoi s'agit-il? Parce qu'il faut bien recentrer les choses. L'Église fait un constat que nous, au MSC, nous avons constaté depuis très longtemps, et c'est pourquoi les jeunes du MSC sont sur le terrain. L'Église fait un constat que beaucoup de jeunes sont dégoûtés par la politique aujourd'hui à cause de la corruption, de la manipulation, des promesses non tenues ou des discours creux, et qu'ils ont tendance aussi à se réfugier dans l'individualisme ou le virtuel. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous allez voir que les jeunes du MRC sont sur le terrain chaque jour. Et puis aussi, cela, elle pousse les jeunes aujourd'hui. L'Église veut pousser les jeunes à descendre dans la rue, à s'impliquer. Car si les jeunes honnêtes et porteurs de valeurs s'éloignent de la politique, de la gestion publique, alors ces jeunes laissent le champ ou le libre cours à ceux-là qui ne cherchent que leur intérêt personnel. Je crois que l'Église est en train d'emboîter le pas au MSC, si je peux me permettre de le dire. Mais mieux, il faut dire aujourd'hui que pour l'Église, la jeunesse apporte deux forces vitales dont le monde politique a désespérément besoin. Je veux dire, il y a la créativité et l'indignation face à l'injustice. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas encore été totalement formatés, je veux dire, par les compromissions du vieux système. Il y a beaucoup de jeunes encore, comme nous autres, bien sûr, qui ne sont pas encore dans ce système. Alors, l'Église compte sur eux pour bousculer les structures figées, s'il faut dire ça comme ça, lutter contre la corruption, proposer des solutions neuves face aux crises actuelles que sont le chômage, la vie chère, les crises écologiques et bien d'autres. Il faut dire que 90% des jeunes aujourd'hui ont tendance à se réfugier dans les églises. Donc l'Église est en train de leur dire, ne venez pas chercher les solutions ici. Vous avez vous-même les solutions. Allez vous impliquer dans la politique. Allez travailler avec ceux-là qui veulent le changement.
il y a une question de foi aussi, Serge, alors, que je veux interroger ici. On dit que la foi sans œuvre est morte. Ça, il faut le dire. Dans la théologie catholique, la foi ne doit pas rester enfermée dans les 4 murs. Non. La foi ne doit pas rester seulement dans l'Église. Elle doit se traduire à travers les actes dans la société. S'intéresser à la politique, c'est une manière pour l'Église aussi, je veux dire, d'incarner l'évangélisation dans la réalité concrète, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dire aux jeunes, allez évangéliser sur le terrain, allez apporter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est dire, oui, on nous a trompés, mais aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la justice sociale. Nous, les jeunes, nous incarnons cette justice sociale. Nous pouvons défendre les droits de l'homme. Nous pouvons travailler pour pouvoir sortir de cette peur que nous ont trempé nos vieux. Ces vieux-là, qu'ils ne veulent pas, ces octogénaires, qui ne veulent pas partir, mais qui veulent seulement rester et tromper la jeunesse. Donc ici, l'Église appelle les jeunes à la politique qui passe par le travail de terrain. Il faut que chaque jeune s'implique. L'Église passe du statut de spectateur au statut d'action. Ils veulent être actionnaires. Ils veulent travailler aujourd'hui pour pouvoir s'impliquer dans le changement. Le monde ne va pas bien, ça il faut le dire. Et je crois que ceux-là, le clergé, sont mieux placés pour le comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui reçoivent chaque jour les prières, les doléances. C'est là-bas qu'il y a le plus de pauvres qui demandent à être sauvés d'une manière ou d'une autre. Et l'Église dit, non, vous pouvez vous impliquer dans la politique et pouvoir aujourd'hui vous-même être acteur de votre avenir et non spectateur. Merci. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Église appelle les jeunes et nous aussi, nous appelons les jeunes au MSC à s'impliquer, les jeunes de la société à s'impliquer, comme les jeunes du MSC. Merci. Voilà, Laurent Kamga, il y a cet appel, hein, on est surpris. On a suivi tout au long de l'année 2025 les sorties de l'Église, demandant le peuple à se prendre véritablement en main. Aujourd'hui, rendu en 2026, on pense que c'est la jeunesse qui devrait... Ce discours-là, avant c'était le peuple tout entier. Pourquoi cette fixation sur la jeunesse aujourd'hui? Bien, je vais répondre très basiquement à votre question, mais avant, je voudrais apporter quelques réserves à ce que a dit la co-panéliste, Madame Clémence. Non, il faut qu'elle sache, ou bien nous devons retenir que les églises font partie de ce qu'on appelle dans le concept de droit international et du champ des relations internationales, les groupes de pression à côté des ONG. Et l'Église catholique est celle-là qui, depuis la nuit des temps, quand il faut conseiller ses fidèles ou ses fioles dans ce sens, n'hésite pas sur les moyens. Le clergé s'aligne à la sortie du pape qui était là, et le pape, avant de venir au Cameroun, il y avait ses devanciers, ses représentants locaux qui l'ont fait. Et nous avons remarqué durant la campagne de la présidentielle 2025, d'octobre 2025, je parle pour le cas du Conki où j'ai fait 2 semaines de campagne, j'étais là, j'ai remarqué un bon engouement des jeunes et c'est dans cette logique-là que l'Église catholique demande, n'est-ce pas, à ces jeunes de continuer comme ils ont commencé, de continuer d'aller de l'avant, de s'imprégner de la chose électorale. Les questions électorales sont fondamentales. Pourquoi est-ce que je parle de groupe de pression? Parce qu'à continuer à croire que la manne tombera du ciel, il faut parfois aller au droit au but. Et le clergé voudrait que ces jeunes prennent leur destin politique en main, entre autres choses. Et voilà, et à partir de là, ils vont contribuer à l'édification d'une société plus juste et plus équitable. Ok. Mais Tachil Lodjo, c'est quand même surprenant lorsqu'on sait que
la plupart de ceux qui sont considérés comme des prisonniers de la crise post-électorale, ce sont des jeunes. À moins qu'on veuille nous dire qu'ils n'ont pas participé au vote. Comment comprendre cette sortie? Les jeunes ne sont pas impliqués en 2025 pour, comme demandait l'Église, demandait que le peuple de se prendre véritablement. Mais on a vu une masse de jeunes sortir et qui, entre guillemets, payent les frais. Ben voilà, il faut dire que l'Église aujourd'hui, le clergé aujourd'hui s'aligne à la logique du SDF qui est celle de pouvoir mettre les jeunes au devant de la scène, de les amener à s'intéresser à la chose politique. Dans les années 2012, au lendemain de la loi portant code électoral, qui instituait également le système biométrique, qui malheureusement est resté dans la pratique une informatisation du système électoral. Alors, lorsqu'en 2012, nous appendions les artères des rues de Douala 2e pour demander à la population d'aller s'inscrire, effectivement, Serge Alain, je peux vous dire qu'aucun engouement n'était ressenti. À peine on pouvait nous verser de l'eau usée pour dire vraiment votre affaire, là, on n'est pas là-dessus. Mais après 2013, après les élections couplées du 30 septembre 2013, je peux vous dire que certains jeunes avaient la venue en politique de certains nouveaux acteurs politiques. Je peux vous dire que certains jeunes ont commencé à comprendre que leur place est véritablement aussi en politique, car personne ne viendra changer notre situation. En 2018, l'engouement a continué et en 2025, vous avez vu comment est-ce que les Camerounais, le peuple camerounais était animé d'un désir inébranlable de changement. Malheureusement, ce qui est arrivé et c'est autant de choses qui amèneraient, je suis au conditionnel, qui amèneraient cette frange de la population à se décourager. Oui. Le clergé donc vient rappeler que réarmer le moral. Justement, il faut réarmer le moral et savoir que les élections locales qui arrivent sont des élections c'est central, c'est très important pour l'avenir de la nation, car si nous avons raté la présidentielle en termes de changement, battons-nous maintenant, intéressons-nous à la politique pour changer les choses au niveau local, car si nous n'avons pas pu avoir la majorité présidentielle, on peut avoir la majorité parlementaire et bien sûr se trouver dans une sorte de cohabitation. Imaginez, Serge Alain, un temps soit peu que la majorité, les 360 communes, soient contrôlées en majorité par les partis politiques de l'opposition. Imaginez que les 180 députés à l'Assemblée nationale puissent être en majorité l'opposition. Vous conviendrez avec moi que les lois liberticides qu'on voit maintenant ne passeront plus n'importe comment. Il faudra toiletter l'arsenal juridique en matière politique, Serge Alain, parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire et à dire là-bas. Imaginez un temps soit peu sur les 100 sénateurs que l'opposition je vais dire les 70 sénateurs, puisque 30 sont nommés par le président de la République. Donc on comprend déjà que là, il a une cagnotte de 30 qui lui est réservée. Sur les 70, si l'opposition se bat et en sort vainqueur en termes de majorité, vous conviendrez avec moi qu'il sera difficile pour l'exécutif actuel de faire passer les règles et certaines décisions n'importe comment. Donc, nous restons dans la même logique, nous, SDF, restons dans la même logique et disons que personne ne viendra changer notre situation. Allons nous inscrire sur les listes électorales, les jeunes. Le moment venu, nous allons proposer à Elecam la liste de nos jeunes que nous pensons pouvoir être présidents des bureaux de vote. Nous allons présenter une liste également de ceux qui peuvent être nos scrutateurs dans les bureaux de vote. Et nous comptons beaucoup plus sur la jeunesse. Et c'est pourquoi au SDF, il y a tout un programme réservé aux jeunes. On les appelle les jeunes socialistes. Dans toutes les structures du SDF, de la cellule à la circonscription électorale, au niveau de la coordination, au niveau de la région et au niveau national, il y a des postes qui sont exclusivement réservés aux jeunes socialistes. Voilà comment le SDF essaye
pour sa part d'appeler les jeunes en politique. Ok. Jean-Claude Youth, vous allez terminer ce programme. Voilà. Jean-Claude Youth, comment vous percevez cet autre signal qui vient de l'Église catholique après ce qu'on a entendu en 2025? J'ai suivi ici sur ce plateau tout le monde qui voudrait dire que l'Église a relayé les positions de sa formation politique. Madame Clémence qui dit que l'Église a relayé la position du MRC, Maître Achille Lodjo, l'Église a relayé la position du SDF. L'Église a relayé la position de qui finalement? C'est pas si Monsieur Cyril aussi, l'Église a relayé vos positions. Sauf celle du RDPC. Là, je ne sais pas. Le RDPC ne s'inscrit pas, il y a une séparation entre l'État, et la religion et l'Église et tout. Et en plus, l'Église est très mal placée pour donner des leçons. L'Église se vide, les chapelles se vident. Alors, il s'adresse à qui véritablement? La démocratie n'existe pas au sein de l'Église. Les papes sont nommés, sont élus, dit-on, à vie et tout. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'alternance là-bas au sens véritable. Est-ce qu'on a un clergé? Est-ce qu'on a un clergé par conviction aujourd'hui, par vocation, ou bien on a un clergé aujourd'hui sur le plan du travail, des occupations? La question reste à dire. Les uns les autres pourront nous dire. Donc, je ne sais pas si l'Église est mieux placée pour donner des leçons en ce qui concerne le volet politique et l'organisation même politique, parce qu'en réalité, il s'adresse à qui? Si même le message, qui est même celui qui relève d'un dogmatisme, parlant même de la sacralité des choses, n'attire pas les jeunes. Je ne pense pas que c'est la donne politique qui sera là. Mais, en ce qui nous concerne, nous, au Rassemblement démocratique peuple camerounais, nous continuons à intéresser la jeunesse. Nous continuons. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas être élu président de la République si vous n'avez pas eu des jeunes qui vous ont élu. Surtout que les inscrits sur le fichier électoral sont à près de 65% constitués de jeunes. Vous avez obtenu 53,66%. Ça voudrait dire que la jeunesse vous a élu. Donc, nous parlons donc de quelle jeunesse, ou bien de qui parlons-nous, ou bien on voudrait dire que c'est cette jeunesse-là qui s'est trompée en choisissant par exemple le président de la République, M. Paul Biya, ou bien, mais je vous rappelle également que c'est la jeunesse qui avait choisi Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Pourtant, en réalité, Harris est moins âgé. Je ne sais pas si Maître Achille Lodjo si la jeunesse a voté M. Paul Biya, si la jeunesse a voté votre président de la République, je veux dire votre président national, c'est-à-dire si la jeunesse a voté effectivement le président de la République, le message du clergé, vous devez l'encourager tout simplement, à savoir que oui, clergé, encouragez ces jeunes à voter le président de la République. Pourquoi ça vous dérangerait? C'est simple. Le clergé n'a pas parlé de voter quiconque. Justement. Le clergé a parlé que les uns et les autres doivent s'intéresser à la donne jeunesse. Politique. Non, même pas dire forcément la jeunesse, à la donne politique. Parce qu'en réalité, il y a un désintéressement. Pourquoi les politiques n'arrivent-ils pas? La rencontre, c'était par rapport aux jeunes. Ils doivent s'intéresser. On n'a pas suivi le même... Pourquoi les jeunes, pourquoi les uns et les autres ne s'intéressent-ils pas davantage à la donne politique? Pourtant, en réalité, c'est par là où on décide de leur avenir, de leur misère, vous voulez dire. Je ne sais pas si c'est de misère, parce que lorsqu'on est un pays qui est en voie d'émergence et avec des indicateurs positifs, ça voudrait dire qu'il y a du progrès. Quel indicateur positif vous parlez? Quand on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à avoir de l'eau à boire, on n'arrive pas à avoir de l'électricité. C'est quel indicateur? Non, c'est quel indicateur? Je vois que vous ne voulez pas que le temps de parole du RDPC aussi soit... Du RDPC, le RDPC a toujours son temps de parole. Parce que nous vous avons écouté. Non, c'est parce que vous êtes habitué à abrutir les masses. Vous ne pouvez pas chaque fois dire les indicateurs sont positifs. Et alors, ton voisin n'a pas de l'eau à boire chez lui, pas d'électricité. Droit à la vie, la jeunesse a besoin d'accéder à l'éducation, la jeunesse a besoin d'accéder à la santé, à l'amélioration des conditions de vie, à son insertion d'ordre professionnel.
qui d'autre que le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, qui est en train d'améliorer tous ces chiffres-là. Tu as testé qui d'autre? Nous disons que... Tu as testé qui d'autre pour dire qu'il n'y a que le président de la République? En 43 ans, vous avez mis ce pays à genoux, monsieur. Tout est au rouge. Vous avez battu vous ne pouvez pas rester aujourd'hui. Le peuple ne vous a le changement arrivera un jour. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour cette fois-ci, le peuple a dit que ce n'est pas notre moment. On est resté de côté. Sont en recul. Oui. D'année en année. Oui, ce n'est pas un souci. Ils sont avec ce langage. Ce n'est pas un souci. Mais ce qui est sûr et certain, un jour vous allez porter la casquette de l'opposition. Un jour vous serez opposant. Un jour vous allez laisser ce jus que vous pensez être le vôtre à vie. Ce pays n'est pas le vôtre. C'est le gâteau national. Ce n'est pas pour vous le RDPC. Oui. Vous voyez que... Non, en 43 ans, il faut dire le RDPC a mis ce pays à genoux.